Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, nous allons parler de ce qui fait le cœur de mon métier. Si vous me connaissez plutôt bien maintenant, vous savez que quotidiennement, je reçois en consultation des personnes qui viennent pour des séances d'énergétique accompagnées de guidance. Je n'ai pas tout de suite été capable de connecter à des informations suffisamment précises pour pouvoir établir des guidances. Mais avec les années d'expérience, avec les nombreuses consultations que j'ai pu enchaîner ces 8 dernières années, je dois le dire, aujourd'hui j'ai accès à un nombre d'informations qui est bien plus important, bien plus conséquent que lorsque j'ai commencé. Cependant, voir le futur, reconnaître le passé, être capable de donner des détails qui ne trompent pas et qui laissent comprendre factuellement à la personne que vous avez accès à certains pans de sa vie ne suffit pas. Bien que certains professionnels jouissent quotidiennement de la reconnaissance d'être capables de capter ces informations subtiles, il me semble qu'ils en oublient parfois la sensibilité des personnes qui les consultent. Je suis chaque jour confrontée à une question. Quels sont les enjeux cachés derrière une guidance ? Quels sont les impacts que ces informations captées depuis l'invisible vont avoir sur la psyché, sur le corps et la vie de la personne qui nous consulte ? En tant que professionnel, en tant que médium, plus nous captons des informations d'une grande précision, plus grande est la responsabilité qui se cache derrière. Je vais dans cet épisode vous parler assez librement de quelques séances qui m'ont marqué et surtout de toute la réflexion qui se cache derrière ce que j'ai pu transmettre. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que ça ne l'est pas ? À quel point certaines informations ont été aidantes ou à quel point elles auraient pu, au contraire, porter préjudice. C'est une question que je me pose au quotidien et qui continue de m'accompagner parce qu'il me semble primordial de ne jamais cesser de se poser la question: est-ce qu'une information issue du subtil doit être entendue, doit être forcément dite à partir du moment où elle existe et est captée par un médium ? Mais avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous rappeler que si vous aimez le podcast ésotérique et que vous souhaitez contribuer à sa création et sa mise en place, eh bien vous pouvez contribuer à votre manière et à la hauteur de vos possibilités sur la page Tipeee du podcast que vous pouvez retrouver en barre d'information de l'épisode sur toutes les plateformes d'écoute. Il y a bien évidemment de très nombreux profils différents qui me contactent dans le cadre des séances, que ce soit pour les humains ou pour les animaux. Généralement, les demandes sont relatives à des solutions. On cherche une solution pour un comportement qui semble montrer une souffrance ou pour une pathologie qui est installée et qui a besoin peut-être d'une mise en lumière ou d'un accompagnement supplémentaire à celui que la médecine allopathique peut apporter. Parfois, les personnes viennent parce qu'elles ont un poids sur le cœur, un fardeau dans l'âme et ne comprennent pas vraiment comment sortir de cette tristesse, de ces difficultés émotionnelles qui les habitent parfois depuis longtemps. Bien souvent, ce que je remarque, c'est que la fatigue et la peine et l'impression de se sentir perdu dans cette vie, dans ce monde, font que ces personnes viennent pour comprendre leur situation, mais ne veulent plus être confrontés à leurs émotions. Parce que parfois, ces séances, elles sont aussi le moyen de comprendre ce que l'on vit, mais aussi de savoir ce qu'il se passe ou d'où provient cette difficulté, cette douleur, cette pathologie ou cette expérience de vie qui a pu être parfois désastreuse et lourde de conséquences. Mais il y a aussi une grande quantité de ces personnes qui me semblent tellement fatiguées par la vie, fatiguées par les épreuves,
que la médiumnité, la guidance, semble devenir tout à coup une solution miracle pour que tous les problèmes disparaissent et que l'invisible puisse devenir le grand pourvoyeur de miracles et de solutions, sans s'impliquer outre mesure. Et finalement, j'ai parfois l'impression qu'il y a cette attente que cette méthode d'accompagnement encore peu conventionnelle, assez marginale par rapport aux méthodes d'accompagnement beaucoup plus socialement admises ou habituelles ou conformes. Et cette marginalité de notre métier fait que nous sommes considérés bien à tort comme des faiseurs de miracles, comme si nous pouvions, en une seule séance d'1 heure et demie, résoudre des problématiques qui sont parfois là depuis toute une vie, voire même depuis des générations. Alors, c'est difficile parfois d'être confronté à tant de tristesse, tant de peine, tant de difficultés à comprendre pourquoi la vie apporte de telles épreuves, et en même temps de porter cette cape du super-héros qui est une projection absolue et absolument pas une réalité. Néanmoins, effectivement, un bon médium, un bon accompagnant, est capable de connecter avec des informations d'une grande précision. C'est un fait qui est à prendre avec des pincettes, tout simplement parce que un médium n'aura jamais 100% d'informations justes, parce qu'il y a des nuances à apporter à ce que l'on peut capter et surtout à la manière dont on l'interprète. Parce que, comme je le répète bien souvent, nous captons des informations qui sont issues donc de l'informe et qui ont besoin de prendre une forme pour pouvoir être rendues intelligibles ou compréhensibles par la personne qui nous consulte. Il y a donc toujours une part de biais personnel dans la manière dont on transmet quelque chose, dans la manière dont cette information se met en image. Et c'est d'ailleurs l'un des points majeurs que je transmets lors de mes formations parce qu'il est absolument indispensable de comprendre et d'identifier et de valoriser d'une certaine façon la marge d'erreur qui est inhérente à ce métier, inhérente à cette condition d'être humain qui a accès partiellement à l'autre côté. Mon expérience de médium guérisseuse me montre que bien souvent, la personne vient avec un besoin bien identifié ou une question assez précise, quoique. Il peut y avoir les questions ou les demandes qui sont « Je suis dans telle situation, j'aimerais savoir pourquoi et que faire pour qu'elle s'ouvre à de nouvelles possibilités plus joyeuses. » Mais j'ai aussi affaire à des questionnements qui sont beaucoup plus larges, même s'il y a toujours une sorte de petite injonction sous-jacente. Cette question ou cette demande est généralement formulée comme ça, c'est-à-dire que la personne me dit « Je suis perdue dans ma vie, je voudrais que vous captiez des informations pour m'aider. » C'est très très vaste, c'est très vague comme demande. C'est tout à fait légitime, mais très vague. Néanmoins, il y a toujours derrière cette question une sorte d'injonction inconsciente à l'information positive. Ce qu'attendent les personnes en général, ce n'est pas qu'on leur dise ce qui mérite d'être regardé parce que déséquilibré ou disharmonieux, mais qu'on leur dise « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, vous réussirez à réaliser vos rêves ou à vous trouver sans effort, sans peine. Il s'agit simplement d'attendre encore 6 mois ou 1 an et tout ira bien. » Mais en réalité, c'est vraiment très très rare que les choses se passent comme ça. Parce que lorsque l'on consulte, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui n'est pas tout à fait comme on souhaiterait que ce soit. C'est que généralement, on est dans un état de souffrance et de questionnement qui entache notre épanouissement et notre bonheur. Donc, mon rôle de médium, guérisseuse, c'est de pouvoir apporter de l'information qui mette en lumière éventuellement les zones d'ombre ou les zones de déséquilibre et de pouvoir à la fois conseiller sur la marche à suivre pour espérer résoudre cette énigme personnelle, mais aussi de contribuer à cette résolution. Mon métier à moi, c'est de capter de l'information, mais d'être aussi dans l'action, c'est-à-dire de pouvoir apporter toutes les ressources énergétiques, subtiles, peu importe comment on les nomme, pour entretenir ou pour encourager une nouvelle dynamique désirée
équilibrée et harmonieuse. Le fait est que tous ces espoirs et ces illusions entretenues parfois par les réseaux, mais aussi par certains courants spirituels qui laissent entendre que spiritualité égale positivité, bonheur et miracle, eh bien, tout cela s'effondre complètement parfois quand la personne me consulte et qu'elle constate que, venant avec une demande relativement légère et précise, elle se retrouve avec tout un sac d'informations qui ont attrait parfois à leur propre histoire, à l'histoire de leurs ancêtres, à leur propre histoire d'âme. Il arrive bien souvent que lors des séances, on m'identifie un aïeux, un grand-père, une grand-mère, en me montrant exactement de qui il s'agit et de ce qui a été vécu dans son expérience et du pourquoi aujourd'hui il y a une répétition chez les descendants de certaines difficultés, de certaines pathologies. Eh bien oui, parfois c'est ça qui est mis en lumière. Effectivement, nous ne sommes pas sur la légèreté du « vous allez guérir dans 6 mois », parce qu'en fait ça, on n'en sait rien. Généralement, et dans 100% des cas, lorsqu'il se passe quelque chose dans notre vie, eh bien, il n'y a pas une solution qui se présente. Si vous venez avec une douleur, avec un questionnement, et qu'effectivement je perçois qu'il y a, en dehors de la nécessité d'être accompagné médicalement, bien évidemment, il y a des solutions à apporter à cette situation, le fait est que chaque situation n'est pas issue d'une source. On vient souvent me voir pour me dire « je suis habité par tel inconfort ou telle souffrance, je pense que c'est peut-être dû à un esprit qui occupe mon champ vital. » Ou alors « je pense que c'est un problème transgénérationnel. » En fait, il s'avère que c'est bien souvent plus complexe que ça. Bien plus complexe que ça. Ma responsabilité, bien évidemment, c'est de vous accompagner au mieux, d'accompagner au mieux ces personnes qui me consultent en leur montrant qu'il n'y a pas une solution et qu'il n'y a généralement pas une cause à ce que l'on vit. Mais par contre, il y a tout un tas d'informations qui peuvent nous aider à reconstituer notre puzzle personnel. Mais ces informations, si elles ne sont pas connues, elles ne peuvent pas encourager des mécanismes parfois inconscients de résolution ou d'apaisement qui existent en chacun ou chacune, mais qui nécessitent une mise en lumière consciente pour pouvoir être sollicités. Le dilemme est assez intense de mon côté. En tout cas, il prend une intensité qui est parfois difficile à ignorer et difficile à maîtriser, dans le sens où il m'est arrivé, et il m'arrive très régulièrement, de capter des informations qui sont issues de traumatismes profonds vécus par la personne, ou de capter des informations qui sont un peu alarmantes, parfois complètement alarmantes, et que je dois délivrer avec toutes les pincettes de « je capte ça, mais je ne peux vous garantir que j'ai raison à 100%. » Donc, je vous donne cette information avec son incertitude ou l'incertitude de sa véracité, mais je me dois de vous la donner pour être certaine de ne pas rater quelque chose d'important ou de grave. Et parfois, ce sont des informations que la personne n'a pas verbalisées comme étant désirées. La personne ne veut pas nécessairement l'entendre, cette information. Alors, dans ce cas, c'est au professionnel d'identifier si l'information doit être entendue, si elle doit être prononcée ou non. C'est là que la responsabilité est grande, parce que plus nous percevons des informations précises, plus notre responsabilité s'agrandit quant à ce que l'on fait de cette information. Car j'ai été confrontée à des cas de figure particuliers. Je me souviens notamment, il y a quelques années, cette personne qui me consulte pour une erreur chirurgicale et qui me demande de pouvoir agir sur cette erreur chirurgicale. Le fait est que c'était une séance de magnétisme. Le magnétisme peut contribuer à beaucoup de soulagement, mais il ne peut très certainement pas changer la forme d'un corps, surtout quand cette forme a été modifiée chirurgicalement. Donc je m'apprêtais finalement à prévenir la personne que j'allais devoir annuler la séance parce que je ne pouvais tout simplement pas répondre à sa demande. Mais l'information qui m'a été transmise à ce moment-là, d'un point de vue intuitif, c'est si tu vas devoir prendre cette personne en séance parce qu'il y a une autre raison à cette séance qui n'est pas énoncée là, mais qui est très importante. Donc, ok, j'ai écouté, j'ai accepté de commencer cette séance sans vraiment savoir
ce qui allait se passer. Je ne sais jamais à l'avance ce qui va nourrir une des séances. Et en commençant la connexion à cette personne, j'ai reçu l'information qu'elle vivait des violences dans un cadre intrafamilial et qu'il était urgent d'agir parce que cette personne était en danger. S'en est suivi donc toute une discussion en prenant bien évidemment de nombreux virages et de nombreuses pincettes pour ne pas entrer frontalement dans le sujet. Et il s'avère que cette personne vivait réellement des violences et qu'elle était réellement en danger. Elle n'avait pas osé parler de ça à qui que ce soit et elle a verbalisé cette fois-là que si je n'en avais pas parlé moi-même, sans qu'elle ne m'ait mentionné quoi que ce soit à ce propos, eh bien, elle n'aurait peut-être jamais mis en place toutes les démarches qui ont suivi ensuite. Ce qui lui a permis de s'extraire de ce climat violent. Alors, dans ce cas, effectivement, ce n'est pas du tout l'origine de la demande de la personne. Par contre, la séance et l'information perçue se doivent d'être considérées et communiquées avec tout le tact et toute la psychologie possible, parce qu'on parle de traumatisme profond et on parle d'un sujet qui est vital. Je me souviens aussi de cette personne qui me consultait parce qu'elle se sentait perdue dans sa vie et qu'elle voulait trouver des solutions. C'était globalement la demande qui m'avait été transmise. Eh bien, en commençant la séance, il y a eu 2 éléments qui m'ont été montrés. À la fois des décisions qu'elle avait prises dans les années précédentes, dont elle culpabilisait énormément des répercussions que ça avait pu avoir sur d'autres personnes. Elle portait cette culpabilité parce qu'elle estimait en elle-même qu'elle était fautive et qu'elle était donc une mauvaise personne d'avoir pris ces décisions et agi de la sorte. Mais le fait est que quand je lui ai communiqué cette information avec beaucoup plus de précision, mais pour garder l'anonymat, bien évidemment, je ne le mentionnerai pas ici, quand elle a confirmé exactement ce qui m'avait été dit et la disposition très précise de ce qui s'était passé dans sa vie et de quel type de décision on parlait, eh bien, il m'a été donné cette information que cette manière d'agir, cette manière d'être avec le monde et avec son entourage venait de violences vécues dans l'enfance. Parce que finalement, cette constitution d'un enfant qui se sent en sécurité et qui peut avoir confiance en l'autre et qui peut agir par loyauté avec l'autre, par lien de confiance avec l'autre, tout ça avait été brisé par ces violences. Et donc aujourd'hui, toutes ces relations intrapersonnelles étaient teintées d'une certaine manière, gâchées, entre guillemets, par ces violences qui avaient été vécues et jamais vraiment considérées comme telles. Alors oui, la personne a dû être replongée à ce moment-là dans des souvenirs qui n'étaient pas nécessairement joyeux, vous l'entendez bien, mais il ne pouvait en être autrement. La solution, ou en tout cas la pertinence de la séance, se trouvait dans le fait de mettre en lumière les origines de comportements qui étaient toujours présents aujourd'hui, qui induisaient une charge de culpabilité immense, qui entraînait donc des états émotionnels et psychologiques extrêmement compliqués au quotidien. Et donc je ne pouvais parler de résolution de situation, je ne pouvais capter une quelconque résolution de situation dans l'avenir sans pousser la personne à considérer ce qu'elle avait vécu dans le passé. Et généralement, la précision des informations qui me sont données à ce moment-là va servir à prendre ou à donner conscience à la personne qu'il s'agit bien de cette origine-là et d'un intérêt de suivi généralement psychologique dans ce cas. Parce que notre métier de médium, c'est aussi d'encourager aux soins et donc de rediriger les personnes vers les bons professionnels. Et dans de nombreux cas, il s'agit de rediriger des personnes vers des professionnels de la santé mentale, donc des psychologues ou des psychiatres, qui vont être à même d'accompagner et de traiter au mieux les mémoires traumatiques. Et bien évidemment, il m'arrive aussi souvent d'avoir des sujets légèrement plus légers, bien qu'ils soient toujours source d'inconfort et de questionnement, et donc d'inquiétude. Mais ça m'arrive très souvent d'avoir effectivement des personnes qui me contactent parce qu'elles mettent en place un projet professionnel. Évidemment, étant donné mon métier, ce sont souvent des personnes qui projettent de devenir énergéticiens, énergéticiennes ou accompagnants dans un domaine, on va dire, spirituel ou pseudo-spirituel. Et bien que certains aient le potentiel
de pouvoir s'épanouir dans ce métier, il arrive bien souvent que ce ne soit pas nécessairement le cas. Dans ces cas-là, ce que la personne veut entendre, c'est un « oui, bien sûr, vous avez choisi la bonne voie, bien sûr, vous allez réussir, ça va être facile pour vous, je vous le confirme ». Or, quand ce n'est pas le cas, oui, ça ne fera pas plaisir au consultant ou à la consultante d'entendre que ce n'est peut-être pas la bonne voie, mais je ne peux pas me permettre de mentir juste pour avoir la garantie que la personne ressortira de la séance avec le sourire et la joie dans le cœur. Bien évidemment, j'aimerais dire à toutes les personnes que leur projet va fonctionner, que tout est ok, mais parfois ça nécessite surtout d'appréhender des étapes, de comprendre pourquoi elles en sont là. Je ne suis absolument personne pour dire « oui, allez-y », « non, n'y allez pas ». C'est toujours bien plus nuancé que ça. Quand une personne vient avec des espoirs et tout un projet, plutôt que de la dissuader ou plutôt que de l'encourager à 100%, eh bien généralement, on va traiter ou appréhender le pourquoi la personne en arrive à vouloir mettre en place ce projet, quels sont les points facilitants et éventuellement les points faibles, qu'est-ce qui fait que ça n'est peut-être pas le plus pertinent pour le moment, bien que chacun, bien évidemment, doit aller jusqu'au bout de ses espérances. Bref, c'est toujours délicat de prendre cette place de celui qui reçoit une information, qui doit bien sûr l'appréhender de la manière la plus neutre possible, la plus objective possible, mais tout en étant obligé d'être honnête et de pousser à la réflexion, de pousser à l'introspection, plutôt que de donner une réponse toute faite. Parce que dans tout ça, le plus difficile, c'est aussi d'être soi-même en tant qu'accompagnant confronté à son propre besoin personnel d'être aimé et validé. Or, dans un métier de l'accompagnement, et ça on l'apprend avec l'expérience et à ses dépens, parce que nos métiers n'étant pas réglementés, nous ne sommes pas formés. Nous n'avons pas de formation à la psychologie, nous n'avons pas de formation médicale, nous n'avons pas de formation de quoi que ce soit. Et donc, nous devons nous-mêmes de nous former, nous devons nous-mêmes d'appréhender ces informations et surtout d'être responsables quant à ce que nous disons et proposons comme solution ou comme séance, tout simplement. Donc, il y a, comme je le disais, toujours cette question de « Ok, là, je dois accepter que l'information va générer de la déception, potentiellement de la colère ou de la tristesse chez la personne qui me consulte. » Mais je ne peux décemment pas mentir et dire que je reçois ou perçois l'inverse de ce qui m'est donné. Et en même temps, je dois transmettre l'information de manière à ce que ce ne soit pas considéré comme étant une fatalité absolue, mais je dois apporter des solutions, éventuellement des redirections, des questionnements bien plus justes qui vont permettre à la personne peut-être de se demander si oui ou non elle considère que cette voie est la bonne ou que ce choix est le bon ou le plus juste, au-delà d'être bon ou mauvais. Parce que je crois réellement que ces dernières années, on a fait passer le coaching, l'accompagnement ou la thérapie en termes généraux comme étant quelque chose de simplifiant. Comme si la personne arrivait avec une sorte de questionnement ou de souffrance complexe, un peu fouillis, avec cette sorte de fausse certitude qu'en ressortant d'un coaching ou d'un accompagnement, d'un seul coup, tout allait paraître beaucoup plus simple. Dans mon expérience, c'est même plutôt l'inverse. La personne vient avec une problématique et ressort avec 10 sources ou 10 causes différentes et plusieurs chemins possibles pour résoudre ou appréhender cette problématique. Et c'est souvent quelque chose qui semble poser problème. Alors que finalement, je le constate et étant donné que j'exerce depuis 8 ans, j'ai même pu avoir du recul, c'est-à-dire que certaines personnes qui m'ont consulté il y a quelques années sont revenues parfois 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard en me communiquant le fait que, oui, en fait, même si la séance avait paru un peu complexe et
un peu trop riche en informations, c'est-à-dire loin de simplifier les choses, eh bien en fait, elle était plutôt juste et cohérente avec ce qui a été vécu plus tard. Et généralement, ça permet aux personnes de prendre des décisions en âme et conscience en sachant ce qui est en train de se jouer fondamentalement dans leur vie. Alors je me demande souvent, effectivement, si, encore une fois, et je les blâme bien souvent, bien que je les apprécie pour tout ce qu'ils apportent, mais je me demande parfois si ce sont les réseaux sociaux qui posent souci et qui peut-être simplifient un petit peu trop les choses. Un réel Instagram qui dure 10 secondes, une publication de 4 slides différentes. Finalement, on doit toujours condenser, on doit simplifier pour aller tout de suite à l'essentiel. Mais je crois que dans un travail thérapeutique, dans un travail d'accompagnement, que ça passe par de la psychologie, de la médiumnité ou autre chose, et pardon si ça froisse certaines personnes que je mélange ces pratiques, mais pour moi elles sont tout à fait complémentaires, je crois qu'un travail de ce type-là doit nécessiter l'appréhension de la complexité et de la richesse à la fois d'un individu dans ce qu'il est, dans sa constitution, mais aussi dans la manière dont un déséquilibre va se poser, que ce soit physiquement, émotionnellement, intellectuellement ou spirituellement parlant, mais aussi dans la manière dont il va se proposer en termes d'expérience et d'interaction avec l'environnement. Parce que dans des conflits intrafamiliaux, amicaux ou professionnels, il n'y a jamais une problématique. Il n'y a jamais un élément qui pose problème. C'est tout un enchaînement de multiples choses. Il y a toujours plusieurs émotions qui se cumulent dans une même personne. On peut ressentir beaucoup de joie et en même temps beaucoup de tristesse dans une même situation et dans une même expérience. Et une émotion n'invalidera jamais l'autre. Tout se complète, tout forme un tout. Et je crois d'une certaine manière que nous avons oublié ce qu'est fondamentalement la complexité, mais surtout la richesse de la vie et de l'expérience, parce que d'une certaine façon, nous avons été biaisés par des réseaux sociaux ou des médias, autant se le dire, les médias fonctionnent de la même manière, qui résument toujours grossièrement une information pour la rendre plus digeste, mais pas forcément plus vraie. Et d'une certaine manière, j'ai aussi cette sensation que nous avons été longtemps, et nous le sommes encore, infantilisés au sein de la société. Nous prenons des décisions de santé à notre place, on nous impose des comportements, on nous impose des choix, on nous impose des choses en omettant complètement de nous transmettre ouvertement et de manière transparente toutes les informations qui concernent notre situation, même de santé parfois. Et surtout, on nous oblige à prendre des décisions sans nous laisser le choix, sans nous laisser le consentement. Et je crois que cette infantilisation fait qu'aujourd'hui, nous sommes habitués à demander une solution sans même s'impliquer dans le choix de cette solution. Et je me permets de le dire, j'ai la sensation que de plus en plus, le milieu de la santé est confronté à cette problématique d'infantiliser les patients, d'infantiliser les consultants et finalement de leur faire oublier qu'ils doivent être impliqués dans un processus de soins et d'accompagnement pour que celui-ci soit pleinement efficace et qu'il soit pleinement compris. Finalement, je crois qu'en tant que médium et accompagnant, nous sommes confrontés à ce qui a été instauré depuis longtemps dans un milieu médical officiel, c'est-à-dire que la personne n'est plus souveraine de sa santé et de son bien-être. Et donc, elle va de professionnel en professionnel en faisant confiance aveuglément en l'expertise d'un autre être humain, finalement, malgré ses connaissances pointues et une science qui est inestimable, il reste toujours un biais humain, peu importe le domaine dans lequel on se situe. Et finalement, il me semble que cette infantilisation fait que, aujourd'hui, beaucoup de personnes attendent une solution de l'extérieur, sans s'impliquer pleinement dedans, et surtout espèrent aller tout de suite mieux, être guéri instantanément, être soigné, être dépourvu ou délesté de ce fardeau qu'elle porte depuis toujours ou depuis bien trop longtemps, avec la déception de se rendre compte qu'une séance n'est pas forcément là pour initier une guérison complète ou un soulagement immédiat, mais plutôt pour se poser des questions plus justes ou changer volontairement de regard sur la situation. Et ça a été finalement pour moi un questionnement profond qui m'a suivi et qui me suit encore, de réussir à dire ce qui doit être dit, à communiquer une information qui ne va pas générer de la joie, en acceptant que c'est ce qui était nécessaire pour cette séance.
Et finalement, je me suis rendu compte par l'expérience qu'une mauvaise nouvelle est généralement équivalente à 10 solutions potentielles de données lors d'une séance, alors même qu'une fausse bonne nouvelle, une nouvelle rassurante, est quasiment la certitude que la personne restera dans la situation de la mauvaise nouvelle, mais sans ressources pour essayer de renverser la situation. Quand un feeling, une intuition, une information vient avec certaines lourdeurs ou certaines inquiétudes, elles doivent être bien évidemment proposées avec tout le tact nécessaire, mais surtout toute la sincérité nécessaire. Et j'ai encore aujourd'hui, sur ma conscience, des perceptions qui, pour moi, étaient assez fatalistes, des perceptions sur la santé de certaines personnes, que j'ai voulu accompagner de manière rassurante, en ne faisant pas totalement confiance en mon ressenti à ce moment-là. Et j'ai des regrets de ne pas avoir appuyé sur le caractère problématique, dangereux et potentiellement létal de certaines situations. Évidemment, toutes ces personnes étaient accompagnées médicalement, elles étaient accompagnées par des médecins, etc. Mais il y a parfois des choses qu'on ne voit pas à l'imagerie, ou pas assez vite, et qui méritent toute notre attention parce que lorsque l'on perçoit au-delà de la matière, on perçoit aussi ce qui est en train de maturer, de se préparer, et ce qui s'apprête à se poser dans le corps. Et je constate que j'ai beaucoup plus de facilité à capter ces informations de manière précise et à les communiquer lorsqu'il s'agit des animaux. Parce que finalement, bien que nous sommes toujours très inquiets pour nos animaux, il y a cette facilité à contourner l'inquiétude inhérente à soi-même, à sa propre santé. Quand on est un humain en charge d'un animal, eh bien, c'est beaucoup plus facile de recevoir une information un petit peu mauvaise, une catastrophante, parce que tout de suite, on a les ressources et le recul pour mettre en place les démarches, par exemple, médicales, qui seront nécessaires. Alors que pour soi-même, il y a une sorte d'état de sidération qui va se mettre en place. Et en tant que professionnel, j'ai aussi parfois la crainte de communiquer un ressenti ou une information qui m'est donnée, tout en faisant comprendre à la personne que ce n'est jamais une information 100% réelle ou vraie et qu'elle doit absolument être prise avec du recul, mais qu'elle nécessite quand même une petite investigation médicale pour être certain ou certaine, même que je me trompe. Je préfère me tromper dans ces cas-là. Je peux vous parler notamment de quelques expériences qui m'ont marqué ces dernières années, où je me suis autorisée pour certains animaux, là je vais parler d'expériences d'animaux, je me suis autorisée à capter pleinement et à transmettre pleinement des informations qui me semblaient absolument importantes et assez urgentes pour certaines. Je pense notamment à ce chien qui bénéficiait d'une séance parce qu'il semblait toujours très triste et avait tendance à s'éloigner de sa famille, à fuguer même parfois, et sa famille ne comprenait pas pourquoi il commençait à avoir ces comportements depuis quelques années. Et pendant cette séance, ce chien me dit qu'il se voit vieillir depuis l'arrivée d'un nouveau petit humain dans la famille, puisque la famille avait accueilli avec bonheur un petit enfant qui avait 2-3 ans. Et depuis l'arrivée de cet enfant, le chien, lui, constatait qu'il n'avait plus cette énergie de jeune chiot, parce qu'il confondait un petit peu le jeune humain avec un jeune chiot. Il voyait bien que ce jeune humain avait beaucoup d'énergie, courait dans tous les sens, était plein de vigueur, plein de vie, alors que lui, il se voyait vieillir. Et il avait l'impression de freiner sa famille, de freiner ses humains. Il avait ce comportement de « partez sans moi, je vais vous retenir ou je vais vous ralentir ». Et donc, il m'expliquait que ces fugues, ou le fait qu'il s'extrait de la maison et qu'il reste prostré au fond du jardin, c'était une manière pour lui de ne pas porter atteinte à sa famille, de ne pas les ralentir, de ne pas devenir un poids pour eux. Pendant la séance, j'ai pu discuter avec ce chien, on a pu converser ensemble, ça a pu permettre un rapprochement de nouveau. Ce chien qui essayait de fuguer, qui était prostré au fond du jardin, qui me parlait aussi beaucoup, et c'est ça qui était le plus marquant, c'est qu'il me parlait de sa mort. Il me parlait de la notion de mort, il me parlait de sa propre finitude, de son inquiétude quant au fait de partir, et ça, ce sont des choses que nous avons pu
communiquer ensemble, échanger ensemble avec sa gardienne. Donc, ce qui a changé après cette séance, c'est que j'ai pu ouvertement communiquer à la famille ce qui était en train de se jouer. Et donc, ils ont connu plusieurs mois de joie où, de nouveau, ce chien recommençait à vivre avec sa famille, n'essayait plus de fuguer, n'était plus prostré tout seul au fond de son jardin, parce qu'il avait compris qu'une famille, ça s'entraide, et qu'il n'y a pas un membre qui doit être laissé de côté. Et finalement, 2 mois plus tard, ce chien est décédé. Il me parlait énormément de sa mort, il me parlait de sa propre finitude, parce que très certainement qu'il sentait qu'elle était proche. Alors, bien évidemment, j'aurais pu faire fi de ce sujet épineux qu'est la mort, mais je pense que s'il n'avait pas été abordé durant cette séance, eh bien, ils n'auraient pas pu vivre ces dernières semaines ensemble avec autant d'amour, autant de chaleur et de liens entre eux. Mais il y a aussi ces situations de santé. Je me souviens de cette petite chatte que j'ai reçue en séance qui avait une grosseur au niveau d'un organe. Sa gardienne ne savait pas vraiment quoi faire. On lui avait déconseillé de la faire opérer. En tout cas, une vétérinaire avait déconseillé l'opération, disant que de toute façon, ce serait létal pour elle. Tandis qu'un vétérinaire, lui, avait dit que c'était tout à fait possible d'opérer, que c'était envisageable. Ne sachant que faire, cette gardienne m'a consultée et m'a demandé ce qu'il en était. Bien heureusement, il m'a été permis à ce moment-là de voir exactement ce qui se passait dans le corps de cette chatte et j'ai pu dire à sa gardienne, il faut l'opérer tout de suite parce que dans quelques jours ce sera trop tard et elle a de nombreuses chances de survivre, mais c'est tout de suite. Forcément, la chatte étant assez âgée, une anesthésie n'est pas anodine et il était possible que la chatte décède de l'opération pour de multiples raisons. Eh bien, moi, je soutiens le vétérinaire. Effectivement, il a raison, il faut opérer. Cette chatte a été opérée alors qu'elle souffrait depuis des mois sans trouver de solution. Et l'opération s'est bien passée, elle a survécu. Et elle est toujours vivante et elle va bien mieux. Évidemment, ça n'est pas simple que de donner ce genre de conseils basés sur une intuition et basés sur des informations issues du subtil. Mais dans ce cas, ça a très certainement sauvé cette chatte, qui était condamnée. Et il s'agit exactement de la même chose. Un autre cas d'un petit chien qui était très malade depuis des mois, qui était d'abord suivi par des vétérinaires, mais sans solution, et puis ensuite suivi par des accompagnants en médecine alternative, et sans solution non plus. Je reçois cette chienne en consultation. Ce que je perçois, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le bon traitement pour elle puisqu'il lui faut des antibiotiques. Donc je communique à cette personne, à sa gardienne, qu'elle doit se rendre l'après-midi même chez le vétérinaire pour pouvoir lui transmettre un antibiotique. Ce que la personne fait, bien évidemment, elle emmène son chien chez le vétérinaire et elle lui dit, non pas qu'une énergéticienne ou une guérisseuse lui a conseillé qu'il fallait des antibiotiques, mais qu'un autre vétérinaire lui a dit qu'il fallait donner des antibiotiques. Généralement, ça se passe comme ça, bien évidemment. Les consultants ont très peur de parler de nos recommandations ou de nos conseils. Honnêtement, un jour peut-être qu'on en arrivera à valoriser notre travail, mais l'important pour le moment, c'est la résolution d'une problématique de santé. Il s'avère que, étant donné que cela venait d'un conseil d'un vétérinaire, le deuxième vétérinaire a accepté de faire des analyses pour voir s'il y avait besoin d'antibiotiques. Et oui, effectivement, la chienne était dans un très 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 mauvais état. Le vétérinaire lui a confirmé que si elle n'était pas venue le jour même ou le lendemain, son animal serait juste décédé. Et l'injection d'antibiotiques dans le corps de ce petit chien a permis sa survie et lui a permis d'aller bien mieux dans les jours qui ont suivi. Donc, parfois, les informations alarmantes doivent simplement être données. Elles doivent être données sans que l'on ait peur d'inquiéter la personne en face, parce qu'il y a des urgences qui nécessitent que l'émotionnel soit mis de côté. Bien évidemment, il y a toujours des pincettes à prendre avec ce type d'information, parce que là, je parle là d'urgence médicale ou de possibilités d'urgence médicale qui sont donc immédiatement vérifiées par un médecin. Dans ces cas-là, je trouve qu'il est bien moins difficile d'être direct sur ce que je perçois, parce que je sais que la prise en charge va se faire médicalement parlant et de façon, je l'espère en tout cas, sérieuse. Il est évident que l'appréhension de problématiques psychologiques
s'appréhendent d'une manière complètement différente. On ne peut pas inquiéter quelqu'un qui a déjà des problématiques psychologiques et donc l'information devra être nuancée, bien que toujours vecteur d'une consultation d'un psychologue ou dans certains cas, ça m'est arrivé, d'un psychiatre. Et lorsqu'il s'agit d'expériences ou d'informations concernant la vie quotidienne, concernant les décisions à prendre, concernant les choix, c'est au cas par cas. Il faut toujours adapter. Et c'est aussi pour ça que tout professionnel doit absolument se poser la question, est-ce que je dois transmettre cette information? Comment est-ce que je dois la transmettre? Qu'est-ce qui est primordial? Quels sont les éléments qui doivent être considérés absolument? Qu'est-ce qui va donner du libre arbitre à la personne en face ou au contraire lui en enlever? Ça, c'est primordial. Eh bien, c'est un long moment que nous aurons passé ensemble. J'avais envie de vous transmettre d'une manière très libre ce sujet qui est épineux, qui soulève des questions, bien évidemment, qui me permet aussi de vous parler un petit peu de mon métier et de la manière dont je l'exerce. C'est un métier qui nécessite que notre conscience et notre responsabilité soient au curseur le plus haut. Nous nous devons d'être responsables et de nous questionner sur l'impact que nous avons sur les consultants qui viennent vers nous, tout simplement parce que nous n'avons aucun organisme pour réguler notre manière de travailler et mettre en place une charte de déontologie. Je sais que vous appréciez les épisodes dans lesquels je vous parle très librement, donc j'ai décidé en 2026 de d'écrire le moins possible mes épisodes et simplement de me laisser évoquer ce qui me passe par l'esprit, ce qui me vient et ce qui me paraît important ou intéressant, tout du moins. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Bien évidemment, vous savez que vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram Nouvelle Vibration. Sur ce compte Instagram, je communique assez régulièrement sur tous les événements que je vous propose, mais aussi parfois sur des réflexions ou des projets en cours. Merci infiniment pour vos contributions sur la page Tipeee du podcast. Merci de vous abonner au podcast et de laisser des commentaires. Vous savez que c'est ce qui permet de valoriser un podcast. Donc si celui-ci vous plaît, merci infiniment de le mettre en valeur. Il y a des façons tout à fait gratuites et qui prennent très peu de temps de le faire et les abonnements, les commentaires en font partie. J'aime énormément recevoir vos retours sur Instagram en message. Il y en a certains que je loupe ou qui n'apparaissent pas. Je suis navrée à tous ceux qui m'ont communiqué des retours et à qui je n'ai pas pu répondre, mais sachez que ça me fait toujours immensément plaisir. Je fais de mon mieux évidemment pour être présente pour vous et merci infiniment d'être encore là, d'être fidèle au podcast ésotérique et on se dit à bientôt dans un nouvel épisode.